Salut, alors aujourd'hui on va finir le volet sur les ronflements avec cette troisième partie dédiée aux sources de ronflement au sein même des appareils et on va surtout s'attacher à la manière dont il faut les câbler, la manière dont il faut gérer la topologie interne pour minimiser les ronflements intrinsèques et aussi rendre l'appareil le plus immunisé possible avec l'extérieur. Alors, on va commencer par la source principale de ronflement des appareils, c'est-à-dire ce sont des ronflements qui sont issus de courants de masse. Donc des courants qui créent des potentiels qui se retrouvent à l'entrée et qui se retrouvent amplifiés. C'est la raison majeure et principale des ronflements dans les appareils. On finira sur les autres aspects qui sont les couplages capacitifs et magnétiques, mais on va surtout s'attacher à cet aspect bien précis. Le câblage des appareils, c'est ce qui vraiment régit la qualité finale et du silence qu'on obtiendra lorsqu'il sera branché ou quand il fonctionnera tout seul. Et il y a certains aspects fondamentaux qui font qu'il y a des pièges et il y a des points qui sont vraiment critiques et qui font que l'appareil va ronfler quasiment systématiquement si on ne fait pas attention. Alors, derrière moi, j'ai un appareil hypothétique qui regroupe à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut être un préampli, un ampli, ça peut être un PC, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est un appareil et tous les numéros ici correspondent à des points qui doivent être reliés à la masse d'une manière ou d'une autre. Alors je les ai listés ici. On va commencer par les points essentiels 1 et 2. On va commencer par là parce que 1 correspond l'essentiel de la masse analogique, du point milieu du transformateur au niveau masse analogique, c'est-à-dire le point milieu du côté alternatif, du courant alternatif. Et c'est souvent dans cette zone-là que se créent les tensions qui vont se retrouver amplifiées là-dedans et qu'on va retrouver en sortie. Alors, ce point milieu, il est côté alternatif et il y a la deuxième partie qui est le point milieu côté, après redressement, côté condensateur de filtrage. Ces deux points-là sont les points critiques du câblage. Donc, c'est surtout à cet aspect-là qu'on va vraiment s'attacher à la qualité et à la topologie du câblage. Alors pourquoi c'est critique? Alors, ce qui est important, c'est de voir le point 2. Le point 2, en général, ça pour des amplis ou pour, disons, on va pouvoir, surtout pour des amplificateurs ou des choses comme ça. Les condensateurs ici, qui sont surtout sur la partie analogique, et c'est bien ça qui est important, sont souvent, pas toujours, mais souvent, des condensateurs à vis, ou des condensateurs au moins de grosses valeurs, ils sont reliés comme ça, c'est que le point 2, il se retrouve ici. Et ici, on a les tensions d'alimentation. Alors ici, on se retrouve avec les bobinages qui vont aller directement dessus, et de l'autre côté, les fils qui vont partir, selon le bon vieil adage du câblage en étoile. Alors on va voir que le câblage en étoile, c'est pas du tout la solution, et c'est pas du tout la panacée, et ça résout pas tous les problèmes. Loin de là. Et c'est en général pas des câblages en étoile qu'il faut faire. Alors, on se dit, c'est là que ça se passe, 1 et 2, c'est là où l'essentiel de l'énergie va transiter. En tout cas, l'essentiel des courants qui vont revenir de toute la partie analogique va revenir ici et repartir dans les bobinages sous forme du circuit fermé. La chose qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les condensateurs là et là sont quasiment tout le temps des condensateurs de très forte valeur. Et c'est là que réside le point clé. Condensateur de grosse valeur dit gros courant qui circule au travers lorsqu'il y a des variations de tension à ces bornes. Mais à voir que les condensateurs, bon, si je symbolise leur dressement comme ça, mais à voir que les condensateurs, dès lors que la diode ou le pont de diode va conduire, le condensateur, lui, va quasiment court-circuiter cet appel de courant. C'est-à-dire que les courants alternatifs qui vont être là-dedans vont essentiellement transiter via les condensateurs et on va avoir des énormes courants qui sont là exclusivement pour à la fin se retrouver avec une tension continue, disons raplatie par les condensateurs, et toutes les variations qui vont se retrouver du côté source, c'est-à-dire transformateur, vont se retrouver court-circuitées, on va dire, par les condensateurs. Donc on va avoir des courants très élevés, on va avoir des courants de plusieurs ampères qui circulent dans cette simple boucle ici. Et c'est là que ça se situe. Alors on va zoomer sur cette partie-là. Parce que qui dit gros courant dit forcément des différences de potentiel qui vont débouler, même si les liaisons ont des faibles résistances.
Si ici j'ai par exemple les deux vis des condensateurs, si ici je mets la masse issue des bobinages, et ici les points qui vont revenir des circuits, entre la vis du condensateur et ici, les courants vont être tels, parce que les courants vont revenir comme ça, hein, les courants vont être tels que ici, entre ici et là, on va se retrouver avec une différence de potentiel. Parce que ici, on a une résistance. Même si c'est une grosse plaque de cuivre, il y a une grosse résistance. Il y a une très faible résistance, mais il y aura, de toute façon, vu que les courants sont très élevés, il y aura une différence de potentiel. Et la plaque en elle-même va avoir des potentiels différents selon les lignes de courant qui vont circuler dedans. Et c'est là que se créent des ronflements et des bruits parasites. Des bruits qu'on reconnaît parce qu'ils ne contiennent pas de 50 Hz. Comme ils sont issus des variations dues au redressement, c'est souvent du double alternance, donc on a du 100 Hz et du multiple de 100 Hz. On peut en sortie analyser la source du bruit simplement à l'oreille où on entend essentiellement du 100 Hz et des harmoniques. Ça veut dire que ce qui sort, c'est quelque chose qui vient de cette zone-là. Parce que l'essentiel du courant alternatif issu des pompes diodes transite via ces condensateurs-là et il n'y a quasiment plus rien qui sort. Et ce qui sortirait de toute façon est atténué par la réjection des variations d'alimentation dues aux étages d'amplification eux-mêmes. Donc l'impact sera bien plus moindre. Par contre, ici, tous ces courants très élevés qui circulent dans les conducteurs peuvent générer des petites tensions qui, si le câblage est mal fait, peuvent se retrouver à l'entrée, tout du moins en partie, et être amplifiées à la sortie. C'est essentiellement là que se situent les problèmes et c'est essentiellement là que se créent ces tensions qui viennent se superposer à l'entrée. Donc, ici j'ai mis une plaque de cuivre, mais ça peut être tout simplement un câble repris. Donc on peut se retrouver avec, si on fait l'erreur par exemple, de câbler de cette manière. D'avoir les deux vis ici, de câbler pour des raisons pratiques différents fils là, différents fils ici, et amener ici là. Ici et là, on va se retrouver avec un faisceau de câbles qui vont être à des potentiels différents. Si l'alimentation était parfaitement symétrique, si les diodes étaient exactement identiques, si la résistance interne des bobinages était pareille, si les condensateurs avaient exactement la même valeur, si les deux rails étaient consommés par l'appareil de la même manière, c'est-à-dire qu'on a les mêmes courants en positif et en négatif, en fait, on aurait une annulation ici, en ce point-là. Mais comme de toute façon, ce n'est jamais le cas, on se retrouve non seulement avec une tension ici, mais on se retrouve avec une tension là, elles sont toutes différentes. Et le pire, c'est entre les deux, parce qu'on a carrément une superposition ici et là de deux tensions qui peuvent se cumuler ou plus ou moins interférer entre elles, qui fait que ces deux faisceaux de masse vont se retrouver avec des potentiels différents qui vont varier à 100 Hz et multiples. C'est ici que ça se passe. Donc tout l'art est dans le câblage de toutes ces masses, souvent à cet endroit-là, à ce point milieu qu'on choisit très souvent comme étant la source de l'étoile où tout va se mettre, mais il y a certaines connexions qui vont justement pas se mettre là. On verra pourquoi. Donc tout l'art va être de brancher ça de telle sorte qu'on va immuniser l'appareil contre tous ces courants induits par ces courants pulsés qui créent des potentiels un peu partout. Donc la première chose à faire, c'est quand on a des condensateurs comme ça, alors s'ils sont câblés en l'air avec des condensateurs à vis, c'est plus pratique. Mais si c'est sur un circuit imprimé, c'est exactement la même logique, sauf qu'il va falloir router le circuit en conséquence. La règle numéro 1 ici, pour supprimer ces problèmes de courant pulsé qui rentrent dans ce bobinage-là, et cette partie-là qui ne doit surtout pas en avoir, c'est de séparer tout ce qui sort ici du point milieu du transformateur. Comme ça, les courants pulsés vont se retrouver exclusivement là, il y aura une différence de potentiel entre là et là, mais entre ici, là et là, il n'y aura pas de différence de potentiel autre que ceux dus au courant de retour de tout ce qui va venir. Donc ça ne pose pas de problème. Parce que ce n'est pas un bruit qui vient se superposer, c'est le signal lui-même qui va moduler le tout par l'amplification, etc. Donc entre ici et là, comme il n'y a pas de courant qui circule là et là, que le courant va aller tout droit parce que de toute façon il va repartir par là, quelle que soit sa source, en fait il va aller tout droit. Mais ici,
on va se retrouver au même potentiel que là et là. Et c'est ce point-là, lui, qui va bouger comme il veut de son côté. Donc déjà, c'est la première entorse à la sacro-sainte règle du câblage en étoile, c'est que le point milieu du transformateur ne doit jamais être en contact avec le point milieu de tout ce qui est censé arriver là. Si on le fait, on a une chance sur deux d'avoir un bruit de fond, un bzzz qui va débouler en sortie. Surtout si on a des trucs avec du gros gain et surtout si le câblage a quelques faiblesses par ailleurs. Donc, la première chose à faire, c'est de séparer vraiment ce câblage de chaque côté pour que les tensions dues au fort courant pulsé soient carrément du côté opposé à tout ce qui est signal et tout ce qui est branchement. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà ça, on a déjà résolu pas mal de soucis, parce que l'essentiel des problèmes viennent de là. Alors, comment cette tension peut se retrouver justement là-dedans et interférer? Il faut bien voir que la source des ronflements, elle est seule et unique. C'est une tension qui vient débouler à l'entrée du circuit d'amplification ou du circuit en lui-même. C'est quelque chose qui vient se superposer en général à l'entrée. Plus rarement au sein même du circuit, ça veut dire qu'il est mal routé, mais c'est souvent dû avant tout à un problème de câblage. Alors la première erreur qu'on peut voir, c'est par exemple la masse de l'entrée, on vient la mettre ici. Okay. La sortie, on vient la mettre là. Et là, on va se retrouver ici. Alors, ce que j'ai mis en 7 ici, en fait, ça c'est le circuit imprimé, et ça c'est la ligne de base du circuit imprimé qui circule, où tous les étages vont se greffer dessus, et ça c'est la sortie qui peut être reliée à la sortie directement, ou peut être séparée. Mais ça, c'est la ligne de base du circuit imprimé qui sort à un moment. Et ici, par exemple, je vais mettre ça au point milieu. Le problème, c'est que ce qui compte, c'est ce qui déboule en bout de ligne ici, le 7 là. C'est là où, par exemple, on va mettre, il y a le transistor d'entrée qui va faire le gain. C'est là où est l'entrée, et c'est cette tension-là qui va être amplifiée. Donc, ici, le 7, s'il est relié au 4 via d'autres lignes, on peut avoir ce point-là qui peut se retrouver à des potentiels différents que de celui-là, parce qu'il va à l'alimentation et il repart à l'entrée. C'est-à-dire que les courants qui vont circuler dans ces lignes-là vont éventuellement se superposer à ce qui rentre ici. Simplement parce qu'il peut y avoir une tension qui va se faire tout le long du truc, parce que ici vient se greffer tous les étages successifs qui viennent pomper du courant. Et on va se retrouver avec un courant d'entrée ici I qui va partir plus ou moins dans tous les étages et finir quasiment à 0 ici, qui va s'amenuiser au fur et à mesure qu'on va vers l'entrée. Et ce courant I, dans la ligne, va créer un potentiel entre ce point-là et ce point-là. Il va y avoir une chute de potentiel qui peut traîner ici. Et cette chute de potentiel, on va la retrouver entre l'étage d'entrée et ici. Et si on relie ici au 4, ben on se retrouve cette différence de potentiel, on la retrouve à l'entrée. Donc, une des erreurs qu'on voit très très souvent, parce qu'on croit faire bien, mais que ce n'est pas bien, c'est de mettre les masses d'entrée des prises sur le point milieu. On ne doit pas faire ça, parce qu'on s'expose à des risques de se retrouver avec cette masse-là mise au ce point-là, mais la masse qui est au niveau du circuit d'amplification au sein même de l'ampli, lui peut être relié à un autre circuit de masse et revenir ici. Et donc, dans ce circuit de masse, peut se retrouver des différences de potentiel qui peuvent se superposer à l'entrée. Donc, on ne doit jamais, si on veut éviter les bruits, on ne doit jamais relier 4 à 2 directement. Le seul câblage possible et le seul qui évite les soucis, c'est que le câblage de masse ici doit aller à l'ampli et rentrer directement à l'étage d'entrée. Il doit y avoir un lien entre l'étage d'entrée, la référence de masse de l'étage d'entrée et la masse de la prise d'entrée. La masse de la prise d'entrée ne doit prendre aucun autre chemin que le lien direct vers l'endroit où cette différence de potentiel entre l'entrée et la masse d'entrée va être amplifiée. Ça doit être un câble qui doit obligatoirement se retrouver sur l'ampli et non pas partir ailleurs. C'est absolument fondamental. Ensuite, les étages vont amplifier au fur et à mesure qu'ils se baladent sur la ligne. Et voilà. Donc, ce 4-là ne doit jamais être mis à ce fameux câblage, ce point que j'appelle 2, ici. Il ne doit jamais passer par là, mais aller directement à l'ampli parce qu'il doit amplifier ce qui rentre entre la masse ici et le point chaud ici.
Alors si c'est une entrée symétrique, c'est exactement la même chose. L'entrée symétrique, même s'il est immunisé de facto aux problèmes de masse, pour éviter des problèmes de déséquilibre entre les branches, il est important de relier aussi la masse directement à l'entrée, au niveau de l'entrée du système qui va amplifier plus loin. Donc, deuxième entorse à la sacro-sainte loi du câblage en étoile, la masse de la singe d'entrée ne doit jamais être mise sur l'étoile ici. Il doit aller sur directement le circuit d'entrée de l'ampli. Et ça, c'est vraiment, on n'insistera jamais assez sur cette règle qu'il ne faut jamais déroger. Le fil d'entrée doit aller directement à l'entrée de l'ampli et nulle part ailleurs. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, on a vu, c'est le 1, 2 et 4. Hein. Voilà. Alors, un autre lieu très très important, parce qu'il agit sur l'entrée, c'est la contre-réaction. Alors, dans le schéma de l'ampli, souvent, il y a une contre-réaction qui traîne. Et la contre-réaction, elle a un lien avec la masse quelque part. Elle ne serait-ce que pour, par exemple, la dérive en continu, et elle est reliée à la masse via un condensateur qui permet d'avoir une dérive en continu nulle automatique. Cette masse doit être bien entendu reliée à l'entrée aussi, car cette contre-réaction vient rajouter quelque part, ou soustraire, une tension à l'entrée. Donc la masse la contre-réaction doit être la même que la masse d'entrée ici. Donc la masse de la contre-réaction doit débouler là. Pas en sortie, mais en entrée. Elle doit partir de l'entrée et tout doit être relié par rapport à ce point précis qui est le point d'entrée de toutes les sections d'amplification. Donc c'est ce qu'on appelle le 6 ici, c'est la masse qui est utilisée dans la contre-réaction, éventuellement. Donc ça, ce sont plus des problèmes de routage de l'ampli au niveau du circuit imprimé. Il faut que la masse de la contre-réaction soit prise à l'entrée. C'est pareil, c'est tout aussi fondamental que la masse de la sortie doit être à ce point-là aussi. Ainsi que de toutes, bien sûr, toutes les entrées, si elles sont multiples. Elles doivent toutes converger vers ce point d'entrée et nulle part ailleurs. Donc c'est ce que ici j'ai appelé le 6, la masse de la contre-réaction. Donc on a vu les masses d'entrée analogue. Alors, il y a les sorties. Alors les sorties peuvent tout à fait venir se greffer ici. Si éventuellement ça, ce sont des étages qui, par exemple, n'amplifient pas spécialement, par exemple des filtres ou des choses comme ça, où le gain est unitaire, ou dans ces eaux-là, ce n'est pas des amplifications, le 5 et le 7 peuvent être reliés ensemble. Parce qu'en fait, la sortie, c'est la continuité du 7. 5 et 7 peuvent être reliés. Par contre, quand il s'agit d'appareils à forte puissance, souvent l'étage de puissance a une masse, un retour de masse qui contient des courants très importants, et il vaut mieux les séparer de toute l'électronique de pilotage qui, elle, ça sera faible courant. Donc on aura deux fils qui viendraient se rejoindre aux deux. Donc là, je vais résumer par rapport au condensateur ici, comment on branche le tout. Donc j'ai les deux vis de condensateur. Alors ici, ça va être une localisation géographique des points de fixation sur la masse par rapport aux jonctions du condensateur. Donc on a vu que le 1, il doit être avant. Le 1 doit forcément être avant. Et ensuite, on va placer les points de masse qui ont besoin de se mettre sur ce truc-là, le long de ce truc. Alors la règle ici, c'est que, bon, si on ne veut pas trop s'emmerder, on fout un point de masse et on fait tout débouler dessus. Mais, là aussi, on s'expose à la possibilité d'injecter des bruits là où il ne faut pas. La règle ici, c'est de planter les points de masse. Plus on se rapproche du condensateur, moins le point de masse qu'on met là a de sensibilité à tout parasite. Donc, les masses qui nécessitent vraiment le plus de soins doivent commencer la ligne, et après les autres vont se greffer en se rapprochant du condensateur. Tout simplement, pourquoi? On va par exemple, le premier truc de masse qui est important à mettre, c'est le 7. C'est tout ce qui déboule de tous les étages d'entrée qui avancent dans la chaîne d'amplification. Voilà, j'ai une loupiote qui clignote, j'ai vraiment pas de bol. J'espère que ça ne se verra pas trop à la caméra. Bon, donc le 7, je vais le mettre d'abord. Ensuite, éventuellement, je vais avoir le 5. Alors, si c'est un truc de haut-parleur, un ampli qui fournit de la puissance, il est préférable de mettre le 5 après le 7. Tout simplement parce que ici,
on a des forts courants qui vont circuler là. Et si je mettais le 7 là, le 7 serait modulé par les courants qui sortiraient de la sortie de puissance le long du câblage de masse. C'est pour ça qu'il faut commencer par les lignes les plus sensibles et rajouter celles qui sont le moins en moins, les moins sensibles à des variations de parasites, des choses comme ça. Hein, simplement, on veut éviter aux lignes de masse sensibles une superposition de courant des autres masses, des retours de masse. Donc on va les mettre dans cet ordre-là. Donc le 7 c'est le plus sensible. Bien entendu, on ne mettra pas de 4 ni rien ici. 4, 6 sont reliés en début de ligne jusqu'au bout où le 7 vient se greffer. Le 5 peut se greffer là ou peut se greffer sur le 7 si les niveaux restent à peu près identiques. Mais ici, si c'est un ampli à fort courant, il vaut mieux le décaler. Mais on peut de toute façon décaler à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ensuite, on va regarder les autres points de masse qui nous intéressent. Parce que là, je les ai à peu près tous faits, ceux qu'on a déjà vus. Alors, on va les prendre au fur et à mesure. Le 3. Alors, le 3, c'est la masse des alimentations, on va dire, annexes, qui pilotent des accessoires, qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est analogique, et qui n'ont a priori à voir des parties numériques, ou d'autres alimentations supplémentaires, ça peut être des trucs supplémentaires, qui pilotent des relais de protection, qui pilotent les afficheurs, un microcontrôleur, enfin, tout ce qui est alimentation périphérique qui n'est pas analogique, mais qui est quand même répertorié à la masse, quelque part, ici. Donc, ça, comme ça peut piloter du numérique, du digital, des trucs comme ça, il peut y avoir de la haute fréquence qui vient se superposer, tout simplement parce que les semi-conducteurs commutent et il y a des appels de courant permanents qui peuvent se superposer à des fréquences élevées, donc on peut avoir une masse assez polluée. Donc, comme c'est plutôt pollué, on va plutôt le mettre plus proche du condensateur que ces lignes-là. Donc on va voir un peu, donc je vais commencer à le placer là, on va dire le 3, ce sont toutes les lignes de masse de tout ce qui est accessoire. Hein, tout ce qui est accessoire. Alors, si il y a des parties numériques au sein du circuit imprimé qui contient les parties analogiques, de toute façon, il faut séparer au maximum les masses numériques des masses analogiques. Et elles doivent se rejoindre en un point en bout de chaîne. Alors, je le fais ici, ça pourrait être en bout de circuit imprimé. Ça peut être mis en bout de circuit imprimé et il y a un fil qui revient et qui est en fait la fusion de ça. Mais on pourrait très bien faire deux lignes de masse indépendantes qui viennent se mettre à cet endroit-là, à deux endroits séparés. Mais il est important que la ligne, tout ce qui est numérique, donc qui commute à des hautes fréquences, vienne plus proche des condensateurs pour ne pas interférer avec ça. Ensuite, bon, le 4, on l'a vu, c'est là-dedans. Le 5 peut être plus ou moins relié au 7. Le 6, masse de contre-réaction, c'est là-dedans. Le 7, c'est la masse des étages à gain, donc c'est ce qui arrive là. Le 8, alors le 8, c'est un truc très important, parce que de toute façon, là-dedans, que ce soit en digital ou en analogique, il y a plein de capas de découplage. Alors ça peut être au niveau des ampliopes, ça peut être au niveau des étages de sortie. Ce sont les capas de découplage locales. Alors, soit on fait comme Douglas Self le préconise, c'est ne pas mettre de point milieu à la masse lorsqu'on fait le découplage. C'est-à-dire mettre un condensateur entre plus et moins et ne pas mettre de découplage à la masse, qui évite de faire aller des courants parasites à la masse. Donc ça, c'est au moins, on n'a pas de point 8 à placer. Néanmoins, si on se retrouve à avoir un point de masse, ici on peut avoir des parasites, on peut avoir le même effet que là, c'est-à-dire des courants pulsés dans les condensateurs, mais à moindre échelle. Donc, ça fait des bruits, mais il faut de toute façon le ramener au moins en devant 5 et 7. Alors, on peut l'amener ici, ou on peut l'amener là. Alors, je préfère l'amener ici parce que si je l'amène là, je peux éventuellement injecter de la HF venant de la masse du digital. Et la HF peut venir se superposer là-dedans. Donc à la limite, je préfère mettre le 8 avant,
Parce que de toute façon, le digital, lui, il est quasiment immunisé à toutes ces saloperies. Lui, il travaille avec des niveaux bien définis, donc toutes les crasses qui peuvent débouler, si c'est suffisamment bien fait, quand même, il ne devrait pas être du tout perturbé par ce genre de truc. Par contre, le 3, qui est tout ce qui est retour numérique, peut avoir de la HF et je ne veux pas, ne serait-ce de près ou de loin, les réinjecter dans tout ce qui est analogique. Donc je préfère mettre le 8 avant. Ensuite, donc, le 9, le 10, alors là, on tombe dans un autre monde. C'est tout ce qui est cette zone-là, alternative. On y reviendra après. Et le 12, c'est ce que j'ai mis là. C'est tout ce qui est masse venant de l'extérieur qui ne sont pas des masses analogiques. Ça peut être une prise réseau, ça peut être des prises numériques, USB, USB diff, ça peut être des câbles USB, ça peut être des choses venant d'un PC, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ce sont des masses numériques, donc elles doivent être reliées à la masse, et comme c'est du numérique, elles sont au même titre, du même genre que 3. Hein. Donc on peut mettre 3 et 12 ensemble. Voilà. C'est du même genre, sauf que bon, ben, ce sont ici une masse interne numérique, et ça c'est une masse externe numérique. Mais éventuellement, comme c'est du numérique, tout ça, il peut y avoir de la HF qui peut se mettre, donc il est préférable de le mettre avant. Voilà. Donc ça, c'est toutes les lignes qui viennent se greffer là. Hein. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a bien entendu le 2 qui est là. Hein. C'est ce que j'ai noté, 2, c'est ici. Le 1, c'est là. Et ça, c'est tous les trucs. Et là, en fait, si se regarde, il n'y a quasiment rien qui est en étoile. Il y a quand même des placements successifs comme ça. Souvent, on peut en regrouper. Hein. Mais en toute rigueur, si on veut vraiment s'immuniser au maximum, il vaut mieux les séparer comme ça et les mettre dans l'ordre. Du plus sensible vers le plus insensible. En allant jusqu'à le point milieu des condensateurs qui lui est le point qui lui va récupérer le tout. Bien voir que ici, je vais avoir le courant maximum entre ces deux trucs-là, gavé de saloperie. Ici, je vais avoir quasiment rien. C'est le truc le plus propre parce que c'est celui qui vient carrément de se prendre au niveau de toute la liaison ici. Mais il est hors de question de mettre le 4 là, par contre. Le 4 doit suivre ce chemin-là. C'est fondamental. Il doit y avoir un chemin de masse qui suit tous les étages analogiques jusqu'à la sortie. Et il ne doit jamais y avoir de sortie et d'entrée qui viennent se rejoindre à ces endroits-là. Donc ça, c'est toute la partie qui vient se caler côté, en fait, tension continue. C'est tout l'appareillage. Mais il y a 3 choses là qui sont, en fait, toute cette partie. C'est la prise de terre, si on est en classe 1. Si on est en classe 2, le 10 n'existe pas. Éventuellement des blindages électrostatiques sur les condensateurs, extrêmement pratique. Je vais en reparler parce que ça, c'est un accessoire. Quand on peut l'avoir, il est très intéressant de l'avoir. Et il y a le châssis, lui. Ben, le châssis, je vais m'occuper du châssis tout de suite. Le châssis, il est très important. Il doit être relié à la Terre, il doit être relié à la masse. Forcément, les deux. Si on est en classe 1, il doit être relié à la Terre. Bon, s'il est en classe 2, il est flottant. Alors, une chose importante sur la classe 2, que je n'ai pas précisé la fois d'avant, la classe 2, normalement, depuis les années 90, la classe 2 n'offre pas de partie métallique accessible. C'est une double isolation. Donc, un appareil récent de classe 2 ne peut pas avoir de tension résiduelle lorsqu'on le touche. Soit il y a une faute, soit il est mal conçu, soit il est antérieur au début des années 90. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt un appareil de classe 0, où il y a des parties métalliques existantes, mais on suppose que celui qui va l'utiliser est sur un support isolé, soit des chaussures isolées, donc va être au potentiel, comme un oiseau va se retrouver sur la ligne haute tension. Mais la classe 2, normalement, n'offre pas de partie métallique reliée à la masse de l'appareil. Ce sont des parties métalliques en l'air, et qui n'ont pas de couplage capacitif avec les transfos, parce que c'est juste des parties métalliques collées sur le châssis en plastique, ou choses comme ça. Donc la classe 2, normalement, ne doit jamais fournir de courant, de tension dessus, si c'est un appareil récent. Si c'est le cas, c'est que l'appareil est en faute, il est en panne. Donc il faut l'étudier, voir s'il n'y a pas un faux contact ou quelque chose qui traîne. Si c'est un classe 1 et qu'on a un problème de tension sur le châssis, bon, j'en parlerai tout à l'heure avec les couplages capacitifs, c'est qu'il y a aussi une panne.
Mais bon, en classe 2, en fait, il n'y a pas vraiment de 11 accessibles à l'extérieur, mais il peut y avoir un 11 interne, c'est-à-dire quelques parties blindées par un châssis quelconque à certains endroits. Donc c'est ce que j'appelle 11 ici, c'est tout ce qui est châssis à la masse, qui est censé ne pas être accessible de l'extérieur à ceux qui veulent l'utiliser pour les classes 2. Pour les classes 1, c'est le châssis, c'est tout le merdier. Donc le châssis doit être, pour le classe 1, relié à la terre et relié à la masse à la fois. Donc là, il y a un câblage très très spécifique à faire. Au niveau de la prise de courant, la borne IEC par exemple, il faut que la terre, donc la terre secteur, la masse secteur, vienne se greffer au châssis via une vis, une rondelle bien sertie, avec la peinture bien grattée. Il doit y avoir un lien fort avec le châssis et la terre proche de la prise de courant. Okay. Ensuite, de là doit partir un fil de masse qui va aller se relier à la masse au 4, là-bas. Jamais là. On ne doit jamais foutre le châssis là, on doit le foutre là. Alors pourquoi on ne met pas le châssis ici, mais on le met au 4? Alors, ce n'est pas pour l'appareil lui-même, c'est pour les appareils autour de lui. Tout simplement, c'est pour éviter que le châssis se retrouve à une masse modulée avec des courants dans cette zone-là, qui pourrait générer du bruit pour les appareils extérieurs. Alors que pour l'appareil lui-même, ça ne changera rien. À part qu'il y aurait éventuellement un couplage capacitif entre le châssis et la ligne ici. Mais bon, là, ce serait vraiment tiré par les cheveux. Mais simplement, si cet appareil-là a un châssis relié à la terre et à la masse, à ce niveau-là, ou alors pire, au niveau point milieu là, en fait, il va fournir des ronflements pour les appareils qui vont être branchés dessus. Parce que sa masse ne sera pas stable. Donc il faut le mettre à la masse la plus stable possible, c'est-à-dire au niveau du 4. Donc, le châssis, il doit se mettre ici. Et il doit se mettre ici. Alors le mieux, c'est de partir de là et puis d'aller là-bas. Bon, bien sûr, on ne prend pas deux points de masse. Hein. On prend le point de masse ici, et en fait, on va prendre la terre là et on va la mettre là-bas. Voilà. C'est très très important. Pas pour l'appareil lui-même, mais pour les appareils qui vont se brancher dessus. Et ça, c'est une erreur où on se dit, tout est bien câblé et tout, et pourtant, je branche, ça ronfle. Eh bien, ça peut être une panne de ce genre. Parce que le châssis a été mis sur, soit là, en pire, soit là, alors qu'il doit être là. Câblé comme ça, l'appareil est au maximum de l'immunité au niveau des parasites et fournit le moins de problèmes à ses voisins. Donc ça, c'est très important. Donc, masse terre et la masse mécanique châssis, c'est relié de cette manière. Voilà. Donc, châssis relié à la terre au niveau de la prise de courant avec une vis, une rondelle avec très très bon contact, et de là part le contact au châssis à l'entrée ou aux masses des fiches d'entrée qui vont se retrouver entre elles, reliées de cette manière, de manière indépendante pour que le châssis soit à ses potentiels. Dernière chose que j'ai notée ici, les écrans électrostatiques. Alors l'écran électrostatique, c'est une option sur les transfos que je conseille sans réserve. Bon, il est surtout utile pour tout ce qui est classe 1, avec prise de terre. Pour la classe 2, on pourrait s'en servir pour éventuellement des anciens appareils qui sont en fait pas classe 2, mais qui produisent des fuites de châssis. Il pourrait être utile pour disons, changer les caractéristiques du transformateur de telle sorte qu'il va minimiser ces courants de fuite dus à des couplages capacitifs. Alors comment ça marche d'abord? Comment l'écran électrostatique fonctionne et où faut-il le brancher? Alors, la source des soucis ici, c'est qu'on a des saloperies qui viennent du primaire et qui viennent, par capacité interposée, se fournir des parasites là-dedans et faire bouger. Alors ça peut être ici, ça peut être entre début, en fait c'est entre-bobinage. Bien voir, c'est entre-bobinage, c'est réparti, hein, c'est pas un endroit qui fait un autre, c'est réparti, mais des saloperies ici qui se retrouvent ici. Saloperies et bien sûr variation à 50 Hz ici. Alors le couplage capacitif fournit du 50 Hz, contrairement à ici où ça fournit du 100 Hz. Et donc on peut quand même analyser si le problème vient d'un couplage capacitif ou ça, simplement au contenu fréquentiel du bruit. Alors, le moyen de supprimer carrément ce passage
de variation d'un côté et variation de l'autre par couplage capacitif. Et en fait, c'est d'insérer un écran. Alors, qu'est-ce que c'est que cet écran? Comment ça marche? Alors, si je coupe la section d'un transformateur, donc là, j'ai le noyau. Donc ici, j'ai un bobinage. Je vais mettre une couleur pour les séparer. Si j'ai un bobinage qui, on va dire le primaire, j'ai le primaire qui tourne. Alors, l'écran électrostatique, c'est un feuillard qui fait le tour, mais surtout qui ne fournit pas un court-circuit, parce que ça ferait une spire en court-circuit, le transformateur serait cramé, enfin, ça ne supporterait pas bien. C'est juste un feuillard comme ça qui est en l'air. Ensuite, on a éventuellement les secondaires qui vient se bobiner autour, comme ça. Alors, bien sûr, ce feuillard-là ne va pas empêcher le passage magnétique d'un bobinage à l'autre, parce que c'est lui qui fait une induction de l'un vers l'autre. C'est un couplage magnétique entre les deux primaires et secondaires. Lui, il empêche le couplage capacitif entre ce bobinage-là, via la capacité répartie qui existe entre elles. Alors, électroniquement, et donc ce truc-là, lui, va à la masse, d'une manière ou d'une autre. Électriquement parlant, ça change quoi? Mais, du début, on se retrouve avec une kappa, comme ça, entre primaire et secondaire. Avec ça, on se retrouve avec deux kappas en série, dont le point milieu est à la masse. Parce qu'il y a une capacité entre le primaire et l'écran, qui reste un conducteur qui fait toute la surface, et une kappa qui reste entre l'écran et le secondaire. On se retrouve avec deux kappas en série, avec le primaire et le secondaire. Lorsqu'on est ici, si ici, par couplage capacitif, on a quelque chose qui fait ça, mais de l'autre côté, l'armature ici, elle suit. Même si elle a un potentiel ailleurs, en fait, les variations ici vont se retrouver de l'autre côté. Ici, les variations ici, si ce n'était pas la masse, se feraient ici, et se feraient bien sûr ici. Mais comme le truc est mis à la masse, ici, il y a un courant qui circule, et là on reste à zéro. Et couplage capacitif se faisant de l'autre côté, on reste à zéro. Bon, le système n'est pas parfait, mais tout ce qui bouge ici va être très 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 fortement atténué là, et le couplage capacitif ne va plus pouvoir se propager part en part. Donc en fait, c'est un blindage. C'est une armature qui tient le truc plutôt que le faire bouger et faire passer d'une armature à l'autre les parasites. Voilà, c'est uniquement ça. C'est le blindage électrostatique, c'est simplement un montage à capacité en série dont un point est mis à la masse. Alors on pourrait éventuellement faire plusieurs écrans les uns derrière les autres pour atténuer encore plus, pour vraiment les systèmes critiques. On peut avoir des doubles blindages. Néanmoins, on peut avoir des blindages entre bobinages primaire, secondaire, secondaire, entre différents blindages si on veut vraiment avoir des choses spéciales. Bon, il vaut mieux dans ce cas-là avoir des transformateurs séparés. Mais disons qu'on peut avoir plusieurs blindages au sein du transfo qui servent à fixer, mettre en tenaille un potentiel pour que la propagation des parasites soit stoppée net. C'est le principe. Donc le but c'est de le mettre à la masse. C'est pour ça que j'ai mis ce truc-là dans la liste des choses à mettre à la masse. Alors, comme c'est un truc qui est gavé de parasites, mais en fait, le mieux c'est... Alors on pourrait le mettre là, mais le mieux c'est carrément de le foutre à la terre, ici. Donc là il va s'évacuer à la terre parce que les parasites qui sont générés ici sont issus de ça, donc il vaut mieux les faire repartir par la terre. Donc le 9, il rejoint le 10. Il pourrait aller là, éventuellement. Il pourrait aller là, éventuellement, mais il est préférable de l'envoyer directement et partir à la terre. C'est plus important, c'est plus intéressant. Mais si on était en classe 2, par exemple, on le mettrait plutôt ici, côté, pour éviter de mettre des saloperies par là. En classe 2, bon, ça ne changerait rien si il y avait un fort courant de fuite capacitif qui mettrait le châssis à un potentiel plus ou moins dangereux. Normalement, ça ne devrait pas arriver, sinon l'appareil n'est pas aux normes. Mais bon, dans ce cas-là, on le met plutôt au point milieu ici, plutôt que de le mettre du côté analogique, etc. Donc le mieux, c'est, dans le cas de la classe 1, de le mettre à la terre. De toute façon, il a toujours été mis à la terre, c'est pour ça qu'on ne le met pas dans ce coin-là, mais on le met plutôt ici, parce qu'il fait partie de cette section-là, plutôt.
Donc voilà, donc on a fait le tour de tous les points. Je rappelle, ce qui est critique, c'est le chemin qui va aux entrées, que ce soit la contre-réaction, l'entrée en elle-même, et la ligne de masse qui va jusqu'aux sorties. C'est cette partie-là doit être reliée et après revenir au point qui doit être du côté opposé à ce qui arrive venant du transformateur. Voilà, là, c'est réuni à peu près les règles de base qui fournissent l'essentiel des bruits qui existent dans les appareils. Voilà. Donc ça, c'était, voilà, d'une manière brutale et condensée, à peu près l'essentiel des problèmes qui arrivent et des solutions topologiques pour y remédier. Hein. Alors, je finis par donc, le couplage électrostatique qui, lui, est réglé par ce problème-là. Et le couplage magnétique, lui, alors c'est la troisième source d'ennui là-dedans. Alors, on l'entend parce que c'est aussi une génération de 50 Hz. C'est simplement le secteur qui rayonne d'une manière magnétique ou le transformateur qui rayonne d'une magnétique et c'est capté par quelque chose là-dedans qui choque. Le moyen de résoudre ça, c'est simple, c'est ranger tout ce qui est analogique bas niveau d'un côté, mettre l'alimentation de l'autre, quitte à la mettre dans un boîtier séparé, et mettre des isolations de masse, etc. et d'éviter de faire passer des câbles autour du transformateur ou autour des trucs secteurs, etc. C'est uniquement un problème topologique du système. Si le transformateur fuit parce que les tôles sont mal empilées et tout ça, il faut changer de transformateur ou le mettre ailleurs ou vraiment l'éloigner au maximum. Voilà, c'est uniquement comme ça que c'est résolu et il n'y a pas de souci de câblage ou autre. C'est vraiment un problème purement topologique. Donc ça, c'était les deux sources, on va dire, mineures de bruit. Quoique le couplage capacitif peut fournir des bruits un peu à la con, mais si on veut résoudre ça, souvent, il suffit de changer de transformateur. Alors, dans le cas des classes 2 qui fournissent des saloperies qui sont probablement des vieux appareils et dont la masse se retrouve à des potentiels élevés, c'est difficile à résoudre, même avec ça. De toute façon, ça, ce sera relié à l'appareil et on risque d'avoir le même souci. Si on veut garder un appareil ancien, qui n'est pas vraiment un classe 2, mais plus un classe 0, qui a des fuites par couplage capacitif, le mieux c'est de changer de transformateur et d'utiliser un transformateur avec peu de capacité répartie. Ça peut être les air-core ou ça peut être des transformateurs, c'est plutôt rare, mais bon, ce sont des genres de air-core, mais qui ne sont pas des air-core tels qu'on les trouve actuellement. Les air-core actuels, alors ça c'est un piège, contrairement à ce qu'on croit, alors c'est un anneau comme ça, et on se retrouve avec un bobinage ici et un bobinage là. En fait, c'est pas ça à air-core. À air-core, les bobinages sont ensemble et ils sont câblés comme ça, l'un au-dessus de l'autre, et ils sont mélangés entre eux. L'idéal ici, pour résoudre ce problème-là de capacité, pour vraiment les abaisser au maximum, c'est d'avoir un primaire d'un côté et un secondaire de l'autre. On peut aussi avoir ça sur les transformateurs EI, où on a deux bobinages, le primaire en haut et le secondaire en bas, pour avoir les capacités les plus faibles possibles. Un torique, ce serait pas bon parce qu'il a un très bon couplage capacitif, le torique, par construction. Donc, mais le problème de ces transformateurs avec des couplages assez lâches, c'est qu'ils ont des rendements plus faibles. Donc, ils risquent de chauffer plus, ils risquent d'être plus gros pour avoir la même puissance. Donc, c'est des problèmes assez difficiles à résoudre. Moi, je conseillerais plutôt de changer d'appareil parce que si l'appareil a ce problème-là et que ce n'est pas un classe 1, ça veut dire qu'il a un problème et que c'est un vieux truc qui a un boîtier, un châssis qui n'est pas correctement, qui n'est pas isolé, qui n'est pas à double isolation. La classe 2, ça veut dire double isolation, c'est-à-dire toutes les parties métalliques accessibles ne sont pas liées à la masse de l'appareil. La masse de l'appareil est interne et isolée de ça. Si c'est un appareil de classe 1 et que le châssis fournit des petites décharges comme ça veut dire que la liaison à la terre au niveau du châssis est incorrecte, elle a une faute, elle est mal vissée ou un truc comme ça. C'est un problème. On va aussi avoir des autres problèmes ici au niveau de la prise, il faut que les contacts de masse et tout ça soient très bons aussi. Il faut vraiment vérifier tous les contacts de masse parce qu'il ne suffit pas grand-chose pour qu'on se retrouve avec quelque chose de plus ou moins flottant. Hein. Il faut bien voir que l'impédance qu'il va y avoir entre le châssis et la terre, si le serrage n'est pas bon, va être suffisamment élevé pour que le couplage, ici le couplage capacitif, se voit rester en résiduel sur le châssis plutôt que s'écouler à la masse. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de jonction de terre. Pour un classe 2, un des moyens de résoudre le problème, si on a vraiment un vieil appareil, c'est de transformer le classe 2 en un classe
Alors, normalement c'est possible, mais il faut vérifier que les masses des prises soient bien à la masse de l'appareil, que ce ne soient pas des masses séparées, que l'appareil n'ait pas ces masses par exemple liées à tout ce qui est accessoire, et que la partie analogique soit complètement isolée de ça. Il faut vérifier à l'ohmètre que la masse de l'appareil qui a le jus dessus soit bien à la masse analogique. Parce que si ce n'est pas le cas et que l'appareil est branché sur d'autres qui seraient en classe 1, on se retrouverait à court-circuiter des masses qui ne devraient pas l'être. Donc il faut bien vérifier. Et si on se retrouve bien avec les sorties entrées analogiques bien liées à l'appareil au niveau de son châssis, on peut modifier le cordon et la prise pour se retrouver avec un système classe 1 en mettant le châssis à la terre. C'est ce que je conseillerais si on veut vraiment garder l'appareil. Souvent c'est possible, quelques topologies bizarres risqueraient de poser des problèmes, mais vraiment quand on est comme ça, on n'a plus grand chose à faire, à part essayer un nouveau transfo avec des fuites, vaut mieux changer d'appareil parce que ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité. Donc voilà, c'est gros, c'est long, mais bon, c'est un thème extrêmement varié et il faut bien, en finissant là-dessus, en conclusion là-dessus, il faut avant tout, avant d'essayer de résoudre le problème, il faut avoir un dessin de sa topologie qui soit le plus rigoureux possible. Il faut mettre, quand on schématise la topologie de son appareil, il faut mettre des résistances partout où il y a des fils. Comme ça, on voit bien quels potentiels peuvent être créés et à quel endroit et est-ce qu'ils vont se retrouver dans la zone d'entrée. C'est la partie critique ici. Et il faut que le châssis, lui, soit une masse propre pour éviter de générer des bruits sur les autres appareils. À partir de là, ce n'est que vraiment toujours la même règle, les mêmes principes, les mêmes fondamentaux qui arrivent. Et puis, une fois qu'on suit ça, eh bien, les boucles de masse, les bruits, les pétouilles, les bzzz, c'est terminé.